Salut, salut. Nous sommes ici au cœur du salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. L'ambiance est agitée, c'est normal, le grand public est là. Présentez-vous ainsi que votre exploitation. Bruno Cardo, agriculteur dans les Hauts-de-France. Je cultive du blé, de l'orge, des betteraves sucrières, du colza, des pommes de terre et plus récemment de la vigne avec du chardonnay. Ici, c'est très animé. Vous pouvez goûter, vous pouvez toucher. Et ça, c'est super important en fait, parce que ça permet vraiment d'expliquer comment l'assiette est faite. Quelles sont les innovations auxquelles vous recourez dans votre activité? Les innovations, elles sont multiples évidemment. Elles sont d'abord agronomiques, avec par exemple des choix de couverts variétaux différents après les récoltes. Ça va être aussi des technologies, des outils d'aide à la décision. Ça peut être pour la pomme de terre, pour le blé. Ça va être aussi des technologies sur le machinisme avec des épandages localisés sur de l'azote, blé ou colza. Voilà, il y a multitude de choix et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'on va sûrement parler d'innovation. L'outil d'aide à la décision sur le fongicide pomme de terre, ça s'appelle Mileos. Donc cet outil est connecté à la station météo qui est dans mes champs. Donc il y a des informations qui viennent en permanence sur cet algorithme. On va mettre la variété des pommes de terre, les dates de plantation, etc. Et tout ça va faire que je vais intervenir sur une maladie qui est le mildiou ou pas sur toute la culture de ma pomme de terre. Donc voilà, je vais être hyper résilient parce que je vais vraiment protéger ma culture que si elle en a besoin. Sur une autre innovation qui est donc la localisation de l'azote sur ma ferme, en amont, je fais à l'automne une cartographie satellite de mes cultures, blé, colza. Donc on va photographier la biomasse par satellite, on va la mesurer et ensuite on va faire les mêmes photographies après l'hiver. Et la comparaison va faire une cartographie. Cette cartographie va être sur une clé USB qui va être dans mon tracteur et il y aura au moment de l'épandage des engrais une régulation des doses apportées localement en engrais, en azote pour le coup. Et donc je vais être hyper résilient et c'est tout bénéfice pour moi étant donné que je vais faire des économies aussi. Comment et pourquoi êtes-vous devenu agriculteur? Alors, je suis devenu agriculteur. J'ai repris l'exploitation derrière mon père. Je ne suis que la deuxième génération. Et pour moi, c'était une évidence de continuer à remettre une pierre sur l'édifice qu'avaient créé mes parents. Et je l'espère, mes enfants suivront aussi. On est au silo de chez Intercéréales. Le silo, il est énorme. Mais il est beau parce qu'il a 17 céréales autour. Vous allez avoir, en fait, vous allez partir de la culture jusqu'à l'utilisation, parce qu'il y a les transformations. On va pas manger le blé directement comme ça dans nos assiettes, il va y avoir beaucoup de transformations. Je prends le blé, mais en fait, il y a tellement de céréales, il y a tellement d'exemples à donner. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on veut faire ici, à travers le visuel de toutes les utilisations et toutes ces transformations qu'on a ici avec toutes nos céréales. On va prendre l'exemple... Moi, j'aime bien prendre celui-là. Un exemple au top, c'est qu'avec mon blé ou mon maïs, on va avoir une utilisation sur le lait infantile et les médicaments. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir faire avec mon maïs et mon blé de l'amidon. Ça ressemble à de la poudre blanche, c'est de l'amidon. Voilà. Et c'est une transformation qui est très importante pour cet exemple-là. Alors les pâtes, on adore tous les pâtes. Les pâtes sont faites avec du blé, mais attention, il y a une nuance. Avec du blé dur. Regardez, le grain, il est légèrement plus long. Et ce blé dur va donner toutes ces pâtes dont on raffole et surtout la semoule aussi. Alors, avec nos céréales, on nourrit aussi énormément les animaux, les volailles, les porcs et les bovins. Et par exemple, quand vous prenez l'orge, avec ces grains-là, on va avoir à la fin du process des granulés. Avec ces granulés-là, on va, comme ici par exemple, nourrir les cochons. En quoi le métier que vous exercez est différent de ce à quoi vous vous attendiez? Vraiment, la grande différence et ce à quoi je ne m'attendais pas. Donc au début, je me suis installé en l'an 2000, on est en 2024. Et je n'aurais jamais cru passer en fait autant de temps dans un bureau. Ça me dérange beaucoup. Bon, j'ai la chance d'avoir un bureau à ciel ouvert, ce sont les champs, et ça me dérange énormément. Un autre élément auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est d'avoir autant de normes et de réglementations à respecter avec les contrôles qui vont derrière. Ça, c'est une vraie contrainte quelque part psychologique. Mais voilà, il y a la PAC, il faut qu'on s'adapte. Les contrôles font partie du jeu. Mais voilà, c'était quand même une mauvaise surprise. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés depuis le début de votre carrière?
Moi, j'y vois un premier défi, c'est de réussir à répondre vraiment aux attentes sociétales, parce que on ne va produire que ce que la population française et extérieure ne mange. Voilà. Ça, c'est un premier défi. Donc, on doit s'adapter en fait en permanence, parce que nous sommes évidemment le premier maillon jusqu'à l'assiette du consommateur. Un deuxième défi, c'est la gestion de tous les aléas géopolitiques. C'est-à-dire que quand à un moment donné sur la planète, il y a un trop ou un manque, quand il y a une catastrophe géopolitique avec bien sûr une guerre, ça influence directement sur mon revenu et sur mes décisions, parce que vous avez par exemple le cours de l'engrais qui va exploser, et ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et je donnerai un troisième élément qui est les aléas climatiques. C'est totalement immaîtrisable pour moi, agriculteur, et ces aléas sont de plus en plus intenses, la fréquence a changé, donc on doit s'adapter à travers la conduite des cultures, et on doit s'adapter même dès l'assolement, dès qu'on choisit nos cultures en début d'année, et il y a bien beaucoup d'autres leviers qui sont notamment agronomiques, pour s'adapter à ce changement climatique qui est pour nous un fait concret, parce qu'on est évidemment en première ligne. Nous avons énormément de chance, nous sommes le premier producteur européen de céréales. Et oui, c'est une chance parce qu'en fait, on a la terre, on a le climat, donc on doit aussi nourrir les autres. Et ici, on a vraiment une carte qui montre à quel point on est capable d'exporter. Pour nous, par exemple, c'est la moitié de mon blé qui est produit sur ma ferme et d'exporter ici à travers le monde. Comment votre métier a-t-il évolué ces dernières années ? Il y a une évolution qui est pour moi dingue sur le métier d'agriculteur, c'est-à-dire que mes parents étaient tous les deux sur la ferme, ils ont bossé tous les deux, ils ont fait leur carrière ainsi. Moi, ma génération, je suis sur la ferme, je suis agriculteur et mon épouse travaille à l'extérieur. Du coup, c'est à se demander si nos enfants, eux, vont pas travailler tous les deux à l'extérieur et faire la ferme à côté, ou je pense être double actif. Voilà, il y a quand même un changement qui est assez radical, qui est pas forcément mauvais, mais bon, en fait, c'est un fait sociétal pour moi important. Sentez-vous une lassitude ou une crise des vocations de la part de certains de vos confrères ? Alors évidemment, avec toutes les contraintes que j'ai citées, il y a une lassitude, c'est-à-dire qu'au moment où nos enfants doivent prendre la décision ou pas de reprendre la ferme, on sent qu'il y a une hésitation qui n'existait pas autrefois, et c'est tout à fait normal. Les attentes sont différentes et les enjeux auront peut-être changé aussi. Moi, je ressens ça concrètement à travers tous ces changements autour de moi, c'est-à-dire que tous les agriculteurs autour de moi ils vont bien souvent être encore là, et heureusement, mais je vois aussi beaucoup de gens qui arrêtent, qui partent, qui lâchent l'affaire, parce que voilà, il y a trop d'aléas, trop de contraintes, et oui, il y a des gens qui baissent les bras. Je vais rester optimiste comme d'habitude et dire voilà, passer ce message d'optimiste et dire que voilà, on a cette mission, il va falloir qu'on tienne le coup, et on a tous les outils, et on a surtout une agriculture française qui est géniale. On a un contexte pédoclimatique qui est super et des sols extra, donc on doit remplir cette mission. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier dans les 20 à 30 prochaines années ? Le métier dans 20-30 ans, je pense que évidemment on sera toujours là, mais le visage de nos fermes va encore changer, parce qu'il va devoir s'adapter, comme je l'ai dit, aux attentes, s'adapter à tous les aléas que j'ai cités. Mais j'ai confiance, parce qu'il faudra toujours remplir les assiettes 3 fois par jour, quoi qu'il en soit, et répondre à cette mission de nourrir les hommes et les animaux le plus sainement possible et le plus durablement possible. Qu'évoque pour vous la notion d'innovation en agriculture ? L'innovation, c'est très important, parce qu'on doit s'adapter en permanence, et innover, c'est primordial pour notre métier. C'est-à-dire qu'on va être en phase avec les attentes et en phase avec notre environnement. Dans cette innovation, moi je vois un outil génial qui vient d'être voté d'ailleurs au niveau européen, c'est les New Breeding Technologies, les NBT. Ça va être un outil de plus. À aucun moment ce sera la solution, la révolution, mais c'est un outil de plus, parce que pour remplir ma mission d'agriculteur, il faut absolument que j'ai un maximum d'outils dans ma caisse, et je pense que cet outil va être primordial sur cette notion de temps. On va gagner du temps, on va accélérer en fait pour moi l'innovation. Qu'attendez-vous le plus des nouvelles technologies au sens large pour l'activité agricole ? Ce que j'attends le plus de ces technologies, c'est qu'elles, entre guillemets, me rendent la vie facile.
C'est-à-dire que j'ai des priorités à gérer tous les jours. Si j'ai un outil à la décision qui va accélérer justement cette décision, que ce soit sur une protection de culture, que ce soit sur une décision économique, sur un choix stratégique, je vais être preneur. Voilà. S'il y a une innovation technologique à travers du machinisme qui va me faire gagner du temps, je vais être preneur. C'est du temps que je vais consacrer à l'innovation ailleurs ou à des prises de décision à côté. Voilà. Ça fait vraiment partie des outils, c'est cette innovation. Et je pense qu'on va vraiment, ça va être un véritable accélérateur pour moi, agriculteur. L'innovation est-elle primordiale pour la compétitivité de l'agriculture française et européenne ? Évidemment, l'innovation, je dirais même les innovations, elles vont être primordiales pour moi, agriculteur français, pour notre agriculture française et surtout au niveau européen. Maintenant, il va falloir faire une chose importante dès le début de ces innovations, c'est que cet outil génial, ces outils, il faut qu'on ait tous les mêmes. Voilà, qu'il n'y ait pas de distorsion, qu'on ait tous les mêmes règles du jeu et qu'on ait tous les mêmes outils. Parce qu'en fait, on est sur des marchés mondiaux, on doit innover ensemble. Et au niveau européen, il faut absolument qu'on arrive sûrement politiquement à harmoniser toutes les innovations et qu'on partage en fait les innovations. Parce que dans le partage de ces outils innovants, on va arriver tous ensemble au niveau européen, à minima, à aller toujours plus vite et toujours être plus durable et répondre à tous les enjeux qui sont sur la table aujourd'hui pour nous agriculteurs. Sur le salon avec Intercéréales, on a une chance énorme, c'est d'avoir notre moissonneuse et c'est un outil pédagogique extraordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez venir monter dans la cabine, poser des questions à un agriculteur ambassadeur et ensuite vous pouvez vous faire un selfie, une photo au volant de la moissonneuse. Et ensuite, on va poser des questions à Noël agriculteur, un vrai agriculteur. Ensuite, je vais faire ça, je vais toucher l'écran et là, un petit sourire et je vais avoir mon selfie, un petit salut, voilà. Mon selfie est fait. Une fois que c'est fait, je vais aller sur l'écran. Je vais faire un petit scan de ce QR code et c'est ce QR code qui va m'envoyer chez moissonneuse.fr. Voilà. Ça va faire le lien grand public agriculteur. Je valide. Une fois que j'ai validé, je peux aller chercher ma photo sur le stand Intercéréales juste à côté. Comment relever le défi de l'agriculture raisonnée, moderne, compétitive et durable ? L'agriculture raisonnée, c'est tout simplement ce que je pratique. C'est-à-dire qu'à chaque prise de décision, on va essayer d'être le plus durable et résilient. On va essayer donc de dépenser moins parce qu'il y a toujours cet aspect économique, mais on va surtout être au mieux pour les sols. Parce que en fait, la base de travail, la base de ma ferme, c'est bien le sol et c'est lui qu'il faut protéger à long terme. Et bien sûr, derrière, il y a le climat et l'environnement. Donc c'est vraiment primordial. Oui, il faut qu'elle soit moderne parce qu'on a la chance d'avoir à notre disposition énormément d'outils, énormément de technologies et d'innovations. Et ça, c'est une vraie chance, en plus de la chance qu'on ait un contexte climatique génial chez nous en France. Donc oui, il faut absolument qu'elle soit compétitive et évidemment durable. De quoi l'agriculture a-t-elle le plus besoin pour les prochaines années ? Pour les prochaines années, ce qu'on va avoir le plus besoin, c'est de recherche et développement de R&D, c'est-à-dire de science tout simplement, et de moyens. C'est pas un gros mot, il faut parler argent, il faut parler financement. Et si on ne finance pas toutes les transitions qu'on a à faire, transition sur les énergies fossiles qu'on utilise, transition sur les engrais et les pesticides qu'on utilise, ça va demander énormément de temps, d'accord, mais énormément de moyens. Et la R&D française, mais surtout européenne, doit se donner les moyens, des moyens énormes pour nous aider à innover et à avancer. Il va y avoir aussi un besoin très important, c'est que le politique, les élus, vraiment soit en harmonisation aussi, parce qu'en fait le défi, il est planétaire, il est global, et on est obligé d'avoir une vision à long terme. Il faut vraiment que nos élus aient cette équation en tête. Le long terme va exiger un minimum de cohésion. Voilà, moi je ne fais pas de politique, mais cette cohésion, elle va être importante, parce que comme je l'ai dit, les moyens exigés vont être importants. Et voilà, on va avoir un besoin d'une cohésion. Je rêve, je suis idéaliste, d'une cohésion planétaire, ce serait bien parce qu'en fait l'enjeu climatique est planétaire. L'enjeu de nourrir bientôt 10 milliards demain de citoyens sur la planète, c'est planétaire et donc il va falloir la jouer collectif. Comment parvenir à expliquer au grand public les transformations en cours dans votre métier et à moderniser votre image ? Alors tout est ici au salon. Une grosse partie du travail est ici au salon, pas que. C'est-à-dire que ici c'est la rencontre des agriculteurs, de notre agriculture, avec le grand public. Et ici, on a énormément d'outils. Chez Intercéréales, ici, nous avons le silo, nous avons les équipes, nous avons les rencontres, les événements, les animations, la boulangerie, énormément d'outils.
sur tous les stands qu'on va trouver au Salon de l'Agriculture, il va y avoir toute cette communication grand public qui est très bien faite. Juste à côté de nous, on a les hauts protéagineux, on a les semenciers, on a la filière betterave. Et à chaque fois, on utilise les outils qui vont aller au plus près du grand public. C'est très important. J'ajouterais qu'au niveau associatif, il y a aussi une association qui s'appelle France Agri Tuitos, qui sur les réseaux sociaux essaye d'aller au plus près du grand public et faire de la vulgarisation et de la pédagogie en mode parfois un peu fun, comme moi j'essaye de faire, parce que c'est très important d'expliquer notre métier qui est très technique et essayer de l'expliquer avec les mots le plus simple. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser tous ces outils, n'hésitez pas à venir nous chercher sur les réseaux. Voilà, et il y a plein d'outils et plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera.